On se retrouve aujourd'hui avec quelqu'un qui s'appelle Rivka Damias. Bonjour Rivka. Bonjour Gérard. Rivka, vous êtes, comment on peut dire, créatrice de bijoux. Vous avez été dans un premier temps négociante, je crois que vous êtes toujours négociante en diamants de joaillerie à Paris. Et vous êtes thérapeute certifiée en Theta Healing. Alors vous allez nous expliquer tout ça. Joaillère, c'est-à-dire que je travaille l'or et les pierres. J'ai un atelier à Paris, j'ai une marque Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Rivka Damias. Ouais. Et donc dans Rivka Damias, je fais beaucoup de talismans. Je travaille toujours l'or 18 carats. Les bijoux sont faits à Paris et je travaille avec des diamants de la terre. Négociante, oui, c'est-à-dire que j'achète des diamants, j'en vends aussi. Et j'ai une autre marque qui s'appelle Piercing Interdit, une marque plus jeune, on va dire, plus jeune dans le sens de la vision qui est une vision actuelle des codes de consommation, c'est-à-dire que j'utilise des diamants de laboratoire, ce sont des diamants éthiques créés en laboratoire. Je fais des pièces plus petites, plus accessibles. Qu'est-ce que vous appelez éthique de laboratoire? Éthique, on dit éthique, pour moi la joaillerie c'est éthique, peu importe que le diamant vienne de la terre ou d'un laboratoire. Tant qu'on a une position qui est claire, nette et éthique, pour moi, éthique, ça va être en accord entre ce que je fais, ce que je donne et ce que je transmets à travers le bijou. Voilà. Après, ce qu'on appelle aujourd'hui un diamant éthique, c'est un terme marketing pour dire qu'on n'a pas touché à la terre, on n'a pas fait de trou dans la terre. Ça veut dire ça. Et qu'on a une traçabilité sur le travail de l'être humain. Qui a travaillé, à quelle heure et combien de temps. Voilà, c'est ça dans le métier. C'est pour ça qu'on appelle ça des diamants éthiques, mais en réalité, c'est un terme marketing. D'accord. Donc vous avez une boutique ou un showroom rue Réaumur, je crois. Enfin, dans ce quartier-là, oui, en tout cas. Un atelier. Oui. Et donc sinon, il faut aller sur votre site pour voir un petit peu vos créations. Sinon, il faut aller sur rendez-vous, donc sur mon site, mais surtout sur rendez-vous, parce qu'il n'y a pas tout ce que je fais sur le site, puisque je fais beaucoup de pièces uniques. D'accord. Donc sur rendez-vous, ça va être soit à l'atelier, soit dans une galerie qui est rue du Faubourg Saint-Honoré, dans laquelle je prends des rendez-vous aussi. Ça, c'est votre activité principale, mais à côté de ça, vous avez une activité, donc on l'a dit, de thérapeute certifié en Theta Healing. Moi, je ne savais pas de quoi il s'agissait, je suis allé un peu interroger le web, mais est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est le Theta Healing? Alors, les deux activités sont mes deux activités principales. D'accord. Et d'ailleurs, mes clients sont souvent les mêmes. Et je fais autant de Theta Healing, de soins en énergie Theta, que de bijoux. Donc elles sont toutes les deux mes activités principales. Donc en tant qu'énergéticienne, j'utilise l'onde cérébrale Theta pour... alors je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais vous expliquer ma pratique qui va peut-être avoir l'air un peu déjantée, comme ça, un peu perchée, mais je vous dis les choses telles que je les vis, telles qu'elles sont pour moi en tout cas. Donc l'énergie... Toute la journée, notre cerveau passe par différentes ondes cérébrales. Là, nous sommes en onde cérébrale bêta. On réfléchit, on est bien. On réfléchit à ce qu'on va dire, on est réveillé, on anticipe ce qui va se passer. L'onde cérébrale θ, dans laquelle on est plusieurs fois par jour, mais plus particulièrement juste avant de nous endormir ou juste au moment du réveil. Et c'est une onde cérébrale dans laquelle on est un peu là, un peu pas là. C'est dans cette onde-là qu'on peut recevoir des inspirations parfois, se souvenir d'un coup, avoir la réponse à une question qu'on s'est posée quelque temps avant, mais c'est dans cette onde cérébrale que sont les enfants, que nous sommes en tant qu'enfants jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est dans cette onde cérébrale que l'on va créer notre système de protection, nos schémas de survie. Pour être aimé, toujours, puisque le but c'est d'être reconnu, enfin l'important pour l'être humain c'est d'être aimé et reconnu. Donc on va se créer des schémas, des pensées qui vont devenir parfois limitantes. Alors ça peut être tout, ça peut être l'argent c'est bien, l'argent c'est pas bien, je dois pas être plus belle que ma maman, je dois être plus riche que lui, c'est assez basique. Ou alors quand je suis gentille, je me rends compte que tout le monde est à côté de moi. Si je pique une grosse colère, je me rends compte que tout le monde est là, tout à coup je deviens le roi. Donc on va se créer comme ça une façon d'être et certains traits de caractère qui seront magnifiques pendant l'enfance parce que ça marche très bien à la maison. Parce qu'en effet, c'est un mode de communication avec le cercle restreint de la famille à la maison. Mais arrivé à l'âge adulte, on peut avoir des blocages qui sont des blocages dus à ces schémas que l'on a mis en place et que l'on répète de façon robotique. Voilà. À ce moment-là, on peut être frustré ou avoir du mal à s'exprimer, ne plus comprendre le monde qui nous entoure, avoir un sentiment peut-être d'échec ou en tout cas un sentiment de ne pas avoir tout compris. Si on en souffre pas,
il n'y a aucun problème. Si on en souffre, on peut faire des séances de Theta Healing qui consistent donc c'est le thérapeute, c'est-à-dire moi, là en l'occurrence, qui me met en onde cérébrale Theta, et ensemble avec la personne dont je respecte le libre arbitre, ensemble on va regarder ce qui a pu se passer dans sa vie, qui fait qu'elle a créé un blocage aujourd'hui, et il s'avère qu'en onde cérébrale Theta, en tout cas le thérapeute peut voir énormément de choses du passé, puisqu'on regarde dans le champ énergétique de la personne. On arrive à la lisière de l'espace-temps, n'est-ce pas, où sont stockées toutes les informations, et on a accès à ces informations. Donc à travers la discussion et la lecture énergétique, on peut comprendre ce qui s'est passé dans l'enfance, en discuter, et c'est là que ça devient un soin, parce que jusque-là c'est une constatation. Et donc le soin consiste, dans la même fréquence vibratoire, à retirer l'énergie, c'est-à-dire la vibration qui est créée par ce sentiment ou cette façon de penser, et à la remplacer par une croyance beaucoup plus ajustée avec le moment présent. Et donc en fait ça fonctionne comment? C'est sur plusieurs séances? C'est comme une séance chez un hypnotiseur ou chez un psy ou chez un... ou pas du tout? Alors certaines personnes me disent c'est génial parce que c'est en 1 heure de psy, j'ai réglé 6 mois de psy en fait. Ah, en 1 heure de Theta Healing? En heure de Theta Healing, parce qu'il y a une notion, quand même on va aller voir les schémas qui ont été mis en place, et ce qui est un peu ce qu'on fait en psychanalyse. J'ai fait 2 psychanalyses avant d'arriver au Theta, mais c'est le Theta qui m'a guéri. Moi Rivka, c'est pas quelqu'un qui me dit ça. Quand on est dans la même fréquence vibratoire à laquelle les croyances ont été créées, il devient beaucoup plus facile de les transformer. Je voulais juste ajouter que moi je fais pas de psychanalyse, j'analyse le champ énergétique de la personne et ses sensations et ses ressentis par rapport aux événements. C'est pas de la psychanalyse. Et comment vous êtes arrivé donc au Theta Healing, et est-ce qu'il y a justement votre passé, votre famille, c'est quoi, d'où vous venez? Est-ce que vous avez toujours habité à Paris? Je suis née à Paris, à Paris. J'ai grandi dans le Marais, à Saint-Paul, de parents intellectuels. Non, je suis pas finique, nous sommes 5 enfants, de mariage. D'accord. Et moi, je sais pas, je me suis toujours intéressée à l'invisible. J'ai été très rapidement attirée par ce qui ne se voyait pas. Et j'ai commencé mes recherches très tôt, très jeune, en réfléchissant, je ne sais pas, en contemplant, en ayant des informations qui viennent comme les enfants, qui reçoivent les informations, mais en les acceptant peut-être. Et puis ensuite, j'ai fait énormément de travail sur moi parce que j'étais assez mal dans ma peau. Donc j'ai été obligée de passer par la case travail sur soi. J'ai fait 2 années de médecine traditionnelle chinoise où j'ai étudié seulement la colère avec les organes, la relation organe, entrailles, colère, enfin les sentiments. Moi c'était la colère parce que j'étais très colérique à l'époque. Et voilà, j'ai commencé ce travail. Ensuite j'ai étudié ce que je pouvais. Voilà, c'est tout du développement personnel. Et puis un jour, je suis arrivée sur le Theta Healing. Donc j'ai appris. Je suis devenue certifiée, thérapeute certifiée, mais j'étais thérapeute certifiée de d'autres choses, comme du shiatsu, plein d'autres choses, mais je ne pratiquais pas. Et puis je pratiquais seulement avec mes amis, enfin un parcours tout à fait classique d'une personne qui cherche et qui se questionne sans cesse. Sauf que comment je suis devenue thérapeute, c'est parce que quand on a été en confinement, plusieurs personnes m'ont appelée en me demandant d'essayer de faire une séance. C'était mes copines, hein. Et donc on a commencé à faire une séance. On s'est rendu compte qu'on pouvait la faire à distance. À l'époque, on la faisait par téléphone. Il n'y avait même pas de visio, on n'y pensait même pas. On s'est rendu compte que ça marchait. Donc j'ai commencé à aider les gens autour de moi en leur faisant du Theta Healing. Et puis je l'ai fait ça toute la journée, pendant tout le temps du confinement. Et puis finalement, j'ai continué à le faire. Et puis 1 an plus tard, je me suis dit, mais là, je vais le faire je vais en faire de façon professionnelle. Ça s'est passé tout à fait naturellement. J'ai jamais voulu être thérapeute. Quand je faisais de la médecine traditionnelle chinoise, je n'ai jamais pensé piquer qui que ce soit. C'était pas du tout mon but. Et voilà. Et c'est devenu, c'est arrivé et je l'ai fait. J'ai accepté le projet, on va dire, plutôt comme ça. Si je vous demande, Rivka, comme ça, spontanément, c'est quoi pour vous le bonheur? Quelle définition vous donnez au bonheur? Pour moi, le bonheur, c'est le moment de compréhension. Ce moment où je fais le lien entre 2 choses. En fait, le moment où tout à coup, c'est Eureka, en fait, le moment où je comprends
je comprends un concept, ou bien je comprends ce qui s'est passé, je comprends des choses en moi, ou alors une nouvelle rencontre. C'est ce moment-là très petit, ce moment très court de connexion. Je trouve là le bonheur. Si je vous demande, vous avez dit que vous étiez dans une famille de 5 enfants, une famille avec de parents intellectuels. Si je vous demande quand vous étiez petite, quel souvenir heureux de votre enfance remonte spontanément à la surface, vous me diriez quoi? Alors de mon enfance, c'est quand je passe tous les matins, on passait sous les fenêtres de ma grand-mère et on appelait Mémé, elle habitait boulevard Beaumarchais, on allait à l'école avec ma soeur, j'ai une soeur jumelle, et on s'arrêtait en bas de chez ma grand-mère, on appelait Mémé, et elle venait à la fenêtre, elle nous disait combien? Alors on disait combien on était et elle nous lançait des boules d'aluminium dans lesquelles il y avait des amandes, des gâteaux, il y avait plein de choses bonnes à manger et elle nous jetait autant de boules d'aluminium que de chiffres qu'on lui lançait. Et il y avait mon grand-père derrière qui disait Claire, arrête C'était des mots, voilà, c'est ce moment est magique. Un autre moment magique, j'ai envie d'un autre moment magique, c'est quand on dormait chez ma grand-mère. Et donc elle ouvrait le canapé lit, enfin le canapé du salon qui devenait un lit, et on était 6, 7 petits enfants et on voulait tous dormir avec elle. Donc en fait on se retrouvait, on attrapait tous un endroit du corps de ma grand-mère, une cheville, un pied, un morceau de cheveux, enfin une mèche de cheveux, et on se retrouvait le matin à moitié par terre, on avait juste le bras qui était sur elle. Enfin voilà, c'est ces moments de joie, d'insouciance comme ça. Voilà. C'est quoi le livre, le film ou la pièce de théâtre, ou bien encore l'auteur qui vous a marqué de façon indélébile et pourquoi? Alors de livres, de films qui m'ont marqué de façon indélébile, je ne vois pas, mais plusieurs m'ont marqué, m'ont fait réfléchir. Je m'appelle à Cherlève m'a fait beaucoup réfléchir. De Chaim Potok. De Chaim Potok. J'ai vu un film que je n'avais jamais vu récemment, qui s'appelle Partir, revenir, de Lelouch. Et je l'ai trouvé extrêmement profond. Et il me fait beaucoup réfléchir. D'ailleurs, il m'a fait pleurer, ce film. Et quand j'y pense, il me refait pleurer. Il y a beaucoup de banalité dans le film, de sentiments qui sont de la banalité qu'on vit tous les jours. Et voilà, le film qui me fait réfléchir en ce moment. Pourtant, il est sorti il y a très longtemps, mais je l'ai vu récemment. De quoi ne voudriez-vous jamais vous priver dans la vie, sous-entendu pour être heureuse? De mon libre arbitre. Vous pouvez expliquer un petit peu? Eh bien, de ma liberté de penser, ma liberté de me tromper, de revenir sur ce que j'ai pu faire ou dire ou penser. Et c'est donc ma liberté de créer à chaque instant qui je suis aussi, de recréer qui je suis, de ne pas m'arrêter à ce qu'on croit que je suis ou à ce que je crois que je suis ou que je voudrais être, mais de me renouveler sans cesse, si c'est mon désir. Voilà, pour moi, c'est quoi? C'est la liberté dont je voudrais pas me priver? C'est ça la question? L'élément, eh bien c'est ma liberté. Voilà. Et ça, c'est parce qu'à un moment donné, justement, vous avez senti que vous étiez contrôlé, opprimé, ou éventuellement qu'on ne vous respectait pas dans vos choix? Je pense qu'on est tout le temps contrôlé, tout le temps réprimé, dès que les gens pensent nous connaître. Dès qu'ils mettent une image, ah ça c'est toi, j'aurais pas cru, ah ça c'est toi, c'est tout à fait toi. Alors parfois c'est génial parce que c'est tout à fait moi, et c'est tout à fait moi au moment où on me le dit. Et parfois j'ai envie d'être autre chose que ce qu'on a défini. Et voilà. Et ça, votre pratique du Theta Healing dont on a parlé juste avant, c'est quelque chose qui vous a aidé énormément par rapport à ça? Vous avez fait un livre, je vais le préciser, vous avez fait un livre chez Erol que vous avez appelé Le 7e sens. Le 7e sens, où vous expliquez que le 7e sens, c'est justement, on connaît les 5 sens, plus éventuellement le 6e qui est l'intuition, mais le 7e, c'est donc comment on peut dire? Eh bien, pour moi, le 7e sens, alors déjà, c'est une révélation que j'ai eue en marchant dans la rue. Tout à coup, je me suis dit, mais c'est un sens qu'on a, cette faculté à nous relier à l'énergie de pure potentialité, on va dire comme ça, mais que j'appelle en réalité l'énergie de guérison. Parce que dans la pure potentialité, il y a la guérison est possible en tout cas. Cette faculté qu'on a de se relier à ce champ, c'est notre 7e sens. Donc on le sait, voilà. Si on le sait, on peut le pratiquer.
Et pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est parce qu'à la fin des séances, les gens me demandaient, et me demandent encore, comment tu fais? Parce que je leur dis, est-ce que vous avez une question à la fin de la séance? 2 fois sur 3, on me demande, oui, comment faites-vous? Comment faites-vous pour lire? Je ne vous connais pas, on ne se connaît pas. Vous me racontez des choses que je sais de mon enfance, que je ne vous ai pas racontées. Comment faites-vous? Vous êtes voyante? Moi, je ne suis pas voyante. Et donc, je me suis dit, je vais faire un livre pour répondre à la question. C'est ça, le 7e sens. C'est un livre pratique, très clair et accessible à tous, qui répond à une question. Et donc, pour faire le lien avec le libre arbitre, c'est quelque chose ça vous a permis de vous développer en tant que praticienne, ça vous a permis de vous libérer vous aussi d'un certain nombre de choses. Déjà, elle n'est pas très courante, elle est assez récente, je ne suis pas sûre qu'elle existe depuis hyper longtemps aussi. Alors le Theta Healing, ça a été créé par Vianna Stibal en 1995 aux États-Unis, comme beaucoup de méthodes un peu comme ça holistiques. Maintenant, c'est très futuriste, c'est avant-gardiste, c'est-à-dire que pour moi, c'est la méthode de guérison de demain, ou voire d'aujourd'hui. Et pour toutes les maladies, quels que soient les types de maladies? Non. Les maladies qu'on a créées, on n'a qu'à dire ça comme ça. Qu'on a produit soi-même. Celles qu'on s'est créées, si ce n'est donc, est-ce qu'on se crée soi-même toutes ces maladies? Je ne sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, celles qu'on s'est créées soi-même, puisqu'on s'est créé de maladies, on peut déjà comprendre ce qui s'est passé. Après, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Je ne sais pas. Quand on casse un verre, on ne peut pas le recoller exactement comme il était avant. Mais en tout cas, on peut transformer pour comprendre et évoluer avec ça. Si ça m'a permis Non, la pratique du Theta Healing, c'est vraiment la faculté à aller chercher l'information dans un champ qui est très pur. Très pur. Un champ d'information qui est très pur, qui n'est pas chargé par ce qu'on voudrait bien entendre. Après, le libre arbitre, c'est un travail de tous les jours. Et ça commence par laisser le libre arbitre à l'autre, et c'est un travail quotidien. Et par rapport à votre deuxième pratique principale, qui est la création de bijoux, vous ne l'avez pas cité, c'est pas quelque chose. Quand je vous ai demandé de quoi ne voudriez-vous jamais vous priver, vous auriez pu me dire de créer, par exemple, mais vous ne l'avez pas fait. Donc est-ce que c'est. Vous pourriez vous passer éventuellement de la création? Oui, la création physique. De la création d'objets. D'objets, oui. Ouais. Oui, je pourrais m'en passer, oui. Mais je ne pourrais pas me passer de la création de ma pensée. Mais de ce que je pense, voilà. Oui, la création des bijoux. Justement, c'est drôle, je pensais que je ne pouvais pas m'en passer. Et récemment, je me suis posé la question et j'ai compris que je pourrais m'en passer. C'est un petit peu... je ne pourrais pas m'en passer pour moi. C'est-à-dire que moi, si j'ai envie de me faire un talisman, je vais me le faire. Je vais le faire pour moi. Mais finalement, je pourrais me passer d'aller à l'atelier et de travailler à la cheville. Parce qu'en fait, c'est ça mon travail. C'est un travail où je fonds l'or et ensuite je le travaille. Oui, je pourrais m'en passer. Mais sachant que je peux le faire. C'est ça, en fait. Je peux m'en passer dans la mesure où je peux aussi le faire. Voilà, c'est ça. Dans ce sens-là. Cette question, elle est assez récente dans mon questionnaire. Et avec vous, elle prend une dimension complètement surprenante, puisque en fait, je demande aux gens, sans parler de leur éventuellement croyances religieuses ou pratiques religieuses, et de me parler de leur rapport à la spiritualité et aussi du rapport aux morts, rapport à l'au-delà. Qu'est-ce que ça vous inspire? J'imagine qu'il y a une énorme part de spiritualité dans votre travail, enfin j'imagine pas, je le sais, mais au-delà, est-ce que vous avez un rapport particulier? Par exemple, vous disiez que vous n'étiez pas voyante tout à l'heure, mais est-ce que vous avez un rapport avec ce qui se passe après? Vous avez dit que vous avez un rapport avec ce qui se passe avant, puisque vous arrivez à retracer des parcours de gens qui ne vous ont rien dit en fait. Mais est-ce que vous avez aussi un rapport avec le futur? Alors oui, j'ai un rapport. Alors déjà, la spiritualité, elle est dans ma vie de tous les jours. C'est quoi la spiritualité? C'est une façon de se comporter, peut-être. En tout cas, c'est peut-être ça. Bon, en tout cas, j'ai sans cesse des conversations invisibles. Alors une fois, j'étais allongée sur ce canapé en train de pleurer. C'était Shabbat, on était Shabbat. Et je pleurais, voilà, parce que je me sentais très seule. C'est un jour comme ça, j'ai ressenti soudain ma solitude. Je me suis mise à pleurer. Et j'entends, et donc c'est très calme ici, j'entends, tu n'es pas seule. Donc ça me réveille, et je dis, quoi? Répète, tu n'es pas seule. Mais exact, je l'entends comme je le dis. Donc je dis, mais répète-moi encore une fois, tu n'es pas seule.
Ça a changé ma vie. C'était il y a combien de temps ça? C'était, je sais pas, peut-être 10 ans. Ça a changé ma vie, complètement. C'est pas que je suis intellectuellement, mentalement dans ma croyance. J'ai su réellement qu'on n'est pas seul, en fait. Et voilà. Et depuis, vous avez entendu d'autres... Ah, j'aurais bien aimé, j'ai demandé souvent, mais quand je demande, j'obtiens pas. Enfin, pas comme ça, en tout cas, pas quand je demande comme ça. Mais oui, j'ai tous les jours des informations. En Theta, quand je me mets en onde cérébrale Theta, j'en ai plein. Je télécharge j'appelle ça télécharger des informations. Après, comment je vis avec les tzadikim, je vis avec les sages, je vis avec les chansons, j'adore les chansons. J'aime Rabbi Nachman de Breslev, j'aime ce qu'il raconte. D'ailleurs, je le cite dans mon livre, toute une page. On précise que ce sont tout ce que vous venez de citer sur le Shabbat, tzadikim, etc., c'est empreint ça vient de la religion juive, hein, puisque vous êtes de religion juive à la naissance, on ne l'a pas précisé c'est vrai. Depuis le début. C'est vrai. Donc, même si votre nom, éventuellement, pouvait y faire penser, mais en tout cas, voilà. Donc vous parlez des tzadikim qui sont effectivement les sages dans la tradition juive. Voilà. C'est quoi le mot de la langue française que vous préférez ou le mot auquel vous pensez là, à l'instant où on se parle là, sans rentrer en nom de Theta, juste comme ça? Le mot que je préfère, la joie. Joie. Et vous faites un distinguo entre joie et bonheur? C'est la même chose? Oui. Non, c'est pas la même chose. La joie, c'est beaucoup plus pétillant que le bonheur. La joie, c'est pétillant, en fait. C'est enfantin, un peu. C'est aussi furtif que le bonheur, mais ça pétille. C'est un niveau vibratoire plus élevé. Il n'y a pas une question de durée aussi, le fait que la joie, ça serait fugace et que le bonheur, ça serait plus sur une longue durée, non? C'est pas ça Non, le bonheur peut durer très peu de temps et la joie, regardez les Breslev, ils peuvent chanter pendant des heures et entretenir la joie. Puis la joie, c'est communicatif. La joie, c'est contagieux. Voilà, la joie, c'est quelque chose qui fuse et qui peut tout à coup atteindre beaucoup de gens. Alors que le bonheur, je pense que c'est beaucoup plus personnel. Est-ce que vous avez souvent l'occasion de douter dans l'existence? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? Je doute de moi, plus de moi. Les autres, je sais pas. Ouais, j'ai l'occasion de douter, ouais. Il y a eu des occasions tous les jours. Ouais, il y a des occasions de douter tous les jours. Ouais. Et donc, comment vous le vivez, en fait? Aussi bien dans votre pratique que dans votre vie de tous les jours? Alors, dans ma pratique, en fait, quand je suis en Theta, je suis dans un autre élément. Donc, par exemple, si par exemple je me réveille et que je ne suis pas très bien et que j'ai une séance, je sais qu'au moment de la séance, le pas très bien n'existe plus. Parce que je vais pas dire que je suis pas là, mais je suis pas là, dans cet endroit du pas très bien d'avant, de moi. Je rentre dans un autre champ vibratoire, dans une autre énergie. Donc je peux pas associer ma pratique à ce type de... Dans ma pratique, je n'ai pas de doute. Je n'ai aucun doute que dès lors que l'on commence le soin, la séance, elle va bien se dérouler, elle va se dérouler comme elle doit se dérouler, au mieux, que j'aurai les informations que je dois avoir, et que si je les ai pas, j'irai les chercher, et jusqu'à qu'on me les donne, ou jusqu'à qu'on me rejette, mais que la séance sera 100% ce qu'elle doit être. Donc je n'ai aucun doute quand je pratique. Quand je pratique le Theta. Après, à l'atelier, oui, je peux me demander comment faire ci ou comment faire ça pour réussir mon geste. Oui, ça c'est possible, mais en Theta, je n'ai aucun doute. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence? Pour les miens. Vous êtes votre contemporaine, c'est clair, mais au-delà de vous. Je plaisante. Ouais, je peux pas juger les défauts des autres. D'abord, il y a la personne qui incarne le défaut. Disons que je peux pas. Elle est bizarre cette question. C'est un peu, je suis pas Dieu quoi. Moi, j'ai de l'indulgence pour le défaut de quelqu'un d'autre que je connais pas. Et je connais même pas son défaut puisque je l'ai peut-être pas. Parce que je connais que les défauts que j'ai. Donc, non, je peux pas. Je dirais que aucun. Je dirais que j'ai de l'indulgence pour la personne qui souffre d'avoir ce défaut.
Celle qui s'en réjouit, par exemple, et qui le cultive, par exemple la méchanceté. Une personne qui souffre d'être méchante aura toute mon indulgence, que celle qui se réjouit de sa méchanceté, qui la cultive, n'aura aucune indulgence de ma part. Et j'ai la chance de ne pas être Dieu, donc j'ai le droit de ne pas avoir d'indulgence. Vous devez le vivre dans votre pratique, avec des gens qui viennent vous voir et qui vous disent « tout va mal, je suis pas bien ». Rien ne va, etc. Enfin, j'imagine qu'il y en a. Et la France est un pays extrêmement pessimiste. On est un des pays les plus pessimistes du monde. On est le 3e pays plus pessimiste du monde. Ah ouais. Très très loin de toutes les démocraties équivalentes à la France. On est le plus gros consommateur d'anxiolytiques, le plus haut taux de dépression. Et vous, j'ai l'impression, en vous voyant, vous êtes quelqu'un de solaire et d'optimiste. Après, je ne vous connais pas bien, donc c'est juste ce que je vois de vous. Mais qu'est-ce qui vous rend, vous, personnellement, optimiste? Et j'ajouterais, qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, le monde est compliqué, on voit que la société est compliquée, on voit que la France est en souffrance à plus d'un titre. Donc qu'est-ce qui vous rendrait optimiste pour l'avenir? Donc est-ce que vous êtes optimiste et qu'est-ce qui vous rendrait optimiste pour l'avenir? Alors, est-ce que je suis optimiste? Je crois pas. Ah. Non. Alors expliquez-nous. Je crois que je suis pessimiste. Ah. Et je me réveille souvent angoissée, mais je saute dans l'optimisme, dans la joie, à sourd leitiaesh, interdit de désespérer. C'est des phrases comme ça, enfin des chansons plutôt, mais je me range du côté de la lumière. En fait, pour moi, il y a la lumière et l'obscurité, et en réalité, au milieu, c'est des compromis qu'on peut faire. Donc, dès que je sens que ça dérape un peu, que je me sens pas bien, je me range du côté de la lumière, je m'accroche à la lumière, je rentre dans la lumière et je deviens optimiste parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, parce que j'ai pas envie de peser avec les autres. J'ai envie de peser du côté de l'optimisme, même si l'histoire raconte que les optimistes ont fini dans des fours. En fait, voilà, et que les pessimistes sont sauvés à temps. Exactement. Voilà, donc je me range quand même du côté des optimistes. En tout cas, vous êtes j'essaye. volontariste, optimiste mais volontariste en fait. Vous vous forcez à être optimiste quelque part. Oui, ouais. Je me force à être optimiste. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines semaines, les prochains mois? Que vous arriviez à créer plein de talismans, que vous accueilliez plein de patients. Et au-delà de votre vie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau pour l'avenir? Alors, ce qu'on peut me souhaiter, c'est une relation, une connexion forte et intense avec la lumière du Créateur. L'inspiration divine. Et toujours savoir que tout est pour le bien et en être, et pas le savoir mentalement, mais le savoir, que finalement je voudrais intégrer cette notion de tout est pour le bien que je comprends, mais je ne l'ai pas vraiment intégrée comme faisant partie, complètement partie de moi, enfin comme étant une évidence. C'est pas quelque chose que je sais, enfin je le sais par petites fenêtres. Et puis ensuite, je me pose des questions. Donc, voilà, si on peut me souhaiter quelque chose, ce serait de faire affinité totale avec la lumière du Créateur. Savoir que tout est pour le bien, être inspiré et pouvoir répondre à la demande de ce qui m'est demandé. Alors, on vous le souhaite. Merci. On vous le souhaite vraiment. Et on va inaugurer avec vous une petite question bonus qui va être réalisée avec un sponsor qui s'appelle Jadis et Gourmande. Jadis et Gourmande, c'est une marque de chocolat à Paris, qui a plusieurs boutiques à Paris, qui fait du chocolat de très bonne qualité, du chocolat artisanal, avec beaucoup d'innovation et de créativité. Et donc là, on se retrouve dans quelques secondes pour une question bonus avec vous et Jadis et Gourmande. Une question gourmande. Nouvelle question, la question des clés du bonheur, avec Jadis et Gourmande, qui correspond à un produit chez Jadis et Gourmande qui s'appelle les clés du bonheur. Dans cette boîte que je vous présente, très jolie boîte, les clés du bonheur, il y a 18 petits chocolats enveloppés avec un message autour de la question du bonheur. Déjà 18, on adore, hein. Voilà. C'est la vie. Exactement. Et donc vous allez jeter, je vous ai donné 3 dés. Je prends les 3. Vous prenez les 3, vous aviez le choix d'en prendre 1, 2 ou 3, vous prenez les 3.
Et vous allez les jeter, ça va vous donner un chiffre. Allez-y. Alors ça fait 6 et 5 et 4. Donc ça fait 6 et 4, 10 et 5, 15. 15. Donc vous allez choisir le numéro 15. C'est bien 15. Voilà. La Donc, force, c'est la force 15. alors la force, je ne savais pas, mais si vous le dites. Alors, est-ce que vous allez lire le message qui est sur l'étui de chocolat. Voilà le message de la clé du bonheur numéro 15 de Jadis et Gourmande. Écoutez son intuition. Merci pour le message. Et alors ça vous inspire quoi, écouter son intuition? Oui, ça me rappelle par exemple avant-hier. Voilà ce que ça me rappelle déjà. Avant-hier, je devais polir un collier à l'atelier. Et juste avant de me mettre à la polisseuse, donc c'est une roue ça va très très vite en fait. Pour polir, ça va très vite. Le tampon va très vite. Juste avant de polir le collier, qui était un collier avec une chaîne, je vois le collier cassé. Et je suis allée le polir et il s'est cassé. C'était mon intuition qui m'avait... Enfin, c'était, je sais pas, une vision, une intuition. Vous l'aviez pressenti? Oui, je l'avais vu juste avant. Je l'ai vu comme ça, hop, comme un flash. Donc, écouter son intuition. Si je l'avais écouté, ce flash, j'aurais fait plus attention en le tenant. Parce qu'en fait, il m'a échappé. Le collier, c'est pour ça qu'il s'est cassé. En échappant de mes mains. Et ben voilà. Vous Ouais. n'avez pas écouté votre intuition. Voilà. Mais là, vous allez pouvoir ouvrir l'enveloppe et manger le chocolat qui est à l'intérieur. Génial, super. Et encore merci, Rivka. Merci beaucoup, Gérard. Ouais. Merci pour ce moment qu'on Ah a ben. partagé. À très bientôt. À très vite, avec plaisir.